à toutes et à tous. Merci de participer à cette réunion du Club du CEPI qui fait suite à une autre réunion, celle du 20e congrès du Parti communiste chinois, et à l'occasion duquel nous allons nous interroger sur la trajectoire économique du pays, même si, comme on le sait bien, les questions économiques et les questions politiques seront très étroitement mêlées, et peut-être de plus en plus étroitement mêlées. Ce congrès et le renforcement de la mainmise de Xi Jinping ont suscité un flot nourri de commentaires et une réaction inquiète des marchés financiers. Et des interrogations plus, disons, fondamentales sur le modèle économique chinois. Ces interrogations ne sont pas nouvelles. Depuis une dizaine d'années, on parle du niveau d'endettement très élevé et on s'interroge sur l'efficience allocative du secteur financier. On s'interroge sur l'incapacité des autorités chinoises à stimuler durablement la consommation. On s'interroge sur les perspectives démographiques du pays. Depuis 1 ou 2 ans, on s'interroge moins sur la crise du financement du secteur immobilier parce qu'elle est bel et bien là. Et on se demande si, en revanche, encore, si elle peut avoir des conséquences systémiques. Et puis, on a des questions sur l'efficacité des politiques économiques mises en place ou renforcées ces dernières années sous la direction de Xi Jinping, notamment la rigueur de la politique zéro Covid, la priorité peut-être plus forte qu'auparavant donnée au secteur public dans l'accès au financement, le renforcement du contrôle exercé par l'État parti sur l'économie et l'efficacité de politiques ambitieuses de modernisation technologique qui sont centrées sur l'autosuffisance et la sécurité nationale. Et finalement, comme le reste du monde, la Chine est confrontée à la nécessité d'une transition énergétique. Cela va bien sûr peser sur ses perspectives économiques. Donc, pour répondre à ces vastes questions, nous avons réuni 2 économistes qui ont des liens avec le CEPI. D'une part, Camille Macaire, qui est économiste au bureau Asie-Pacifique de la Banque de France à Singapour, qui est spécialiste du secteur financier et des questions monétaires et financières chinoises. Et d'autre part, François Schmitz, qui collabore principalement avec un institut allemand spécialisé dans la Chine qui s'appelle le MERIX, mais François travaille pour le bureau de Bruxelles du MERIX, et il travaille également, mais plutôt sur les politiques commerciales au CEPI. Voilà, donc sans plus tarder, je leur laisse la parole parce que nous n'avons que 1h15 ce matin. L'agenda est très chargé et il faut ne pas perdre de temps. François. Désolé, j'étais sur mute. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver. Donc très rapidement, nous allons couvrir les principaux enseignements qu'on peut retirer du congrès et ce que cela indique sur les perspectives pour l'économie chinoise et principalement les difficultés qui pourront se présenter. Donc très brièvement, je rappelle ce qu'est le congrès. Donc c'est la réunion quinquennale qui vraiment est l'élément central, structurant de la vie politique du Parti communiste et donc en Chine. Il réunit donc les 2300 délégués élus au niveau local, enfin élection à la chinoise
15 élus au niveau local qui se réunissent pendant 7 jours pour décider de l'équipe dirigeante et valider les grandes orientations, notamment amender éventuellement la constitution du parti. Et il ouvre ensuite un cycle de 7 plénums qui s'étendra sur 5 ans, très séquencé, très normé, où en fait chaque plénum, alors ce sont des règles, ce sont des normes, pas forcément des règles, mais chaque plénum normalement a une thématique spécifique, et si on se réfère au précédent historique, on devrait avoir notamment le plénum sur l'économie courant 2023 qui vraiment viendra confirmer, renforcer les dynamiques, enfin les analyses en tout cas qu'on pourra faire sur les conclusions économiques de ce congrès, à noter donc dans les dimensions, dans un volet un peu au-delà de l'économie stricte, des éléments, on va dire, historiques de ce 20e congrès, la confirmation donc de l'ambition de nouvelle ère qui avait été entérinée dans le plan quinquennal de 2021 et déjà annoncé en 2017, enfin esquissé en tout cas, et puis bien évidemment la rupture des mécanismes informels de succession avec la très certaine réélection de Xi Jinping en tant que secrétaire général du parti pour un 3e mandat, ce qui contrevient jusque-là à ce qu'étaient les normes en vigueur, ainsi que la remise en cause des normes implicites sur l'obligation de retraite à l'âge de 68 ans qui n'ont pas été totalement respectées, notamment pour des personnalités près de Xi Jinping, car l'autre enseignement qui n'est pas tout à fait une surprise, mais qui quand même a surpris l'intégralité des analystes, en tout cas l'intégralité de mes collègues et moi-même au moins, mais de ce que j'ai pu lire, l'intégralité des analystes en matière de centralisation du pouvoir autour de Xi Jinping. Nous avons donc un bureau permanent un bureau permanent du comité central du parti qui est donc intégralement composé de personnalités identifiées comme plutôt extrêmement loyales à Xi Jinping, et notamment la disparition des quelques personnalités qui étaient plutôt reconnues comme économiquement un peu plus libérales et qui auraient pu, selon l'âge et la dynamique normalement très standardisée des évolutions de carrière au sein du Parti communiste, rentrer dans ce bureau et qui ont été soit mises à la retraite, soit reléguées même en dessous de leur poste précédent. Je pense notamment à Wang Yang et Hu Chonghua pour ceux qui suivent un peu plus précisément. Cela contrevient totalement aux pratiques en vigueur depuis en tout cas 1978 et la fin de la période maoïste. Et vraiment ces deux derniers éléments, le fait que Hu Chonghua et Wang Yang n'ont pas du tout été ni promus ni maintenus, sont vraiment, je pense, constituent l'élément le plus surprenant et le plus clair de la centralisation du pouvoir autour de Xi Jinping lui-même. Maintenant, pour ce qui est des politiques économiques, dans l'ensemble, le Congrès a plutôt confirmé ce qui était observé au moins depuis le plan quinquennal de 2021, mais plus généralement, ce qui était déjà esquissé dans l'annonce du nouveau modèle de développement par Xi Jinping en 2017, et même plus largement peut-être, et c'est là un sujet qui fait un peu plus débat entre les experts depuis la prise de pouvoir, depuis l'arrivée au pouvoir en tout cas de Xi Jinping en 2012, avec une ambition très claire d'affirmer une rupture par rapport au modèle précédent. Et la première dimension de cette rupture, c'est une rupture en matière d'objectifs. Précédemment, l'objectif qui était d'ailleurs sanctuarisé dans ce qu'on appelle la principale contradiction, qui est la première ligne de la constitution du Parti communiste, qui a été modifiée lors du précédent congrès, avec un basculement d'un objectif purement quantitatif, intégralement porté sur la croissance, avec pour objectif, on va dire, secondaire, ou en tout cas plus concret, la lutte contre l'extrême pauvreté et la disparition de celle-ci, qui a été officiellement entérinée par le parti en 2020 et qui, au-delà de la discussion sur le détail précis des chiffres, est très largement réalisée sur le terrain, avec maintenant un basculement vers un objectif de résilience qui recouvre une acception beaucoup plus large de la dimension de développement, où on voit apparaître une succession beaucoup plus longue
de sous-catégories en matière de stabilité sociale, etc., avec toujours, et maintenant très clairement réaffirmé, même dans le chapitre économique des grands plans, la primauté absolue à la sécurité politique, ce qui veut dire la sécurité politique du Parti communiste, donc le maintien du parti au pouvoir. Voilà. Des actifs. Hein? Clic. À quel endroit? Pardon, Monsieur Aglietta, vous avez le micro ouvert, je crois. Cela se reflète d'ailleurs dans ce qui donne lieu dans un contexte d'un drôle d'alliage entre une espèce de paranoïa et de confiance à tout un certain nombre de nouveaux principes qui doivent permettre cette résilience du modèle chinois. Alors, avec tout d'abord une sécurisation généralisée, où l'intégralité des politiques économiques sont prises sous le prisme de la sécurité, avec un objectif de risque zéro et de maintien, en tout cas, des dynamiques et de l'absence d'incertitude, une centralisation et un contrôle très clair encore plus renforcé du parti sur l'intégralité de la société, avec à ce titre un chapitre sur le parti qui est assez parlant, puisque sont nommément cités pour les dimensions économiques les entreprises publiques et privées et le secteur financier, les trois n'étant précédemment pas référencés, ce qui augure plutôt de la poursuite de ce qu'on observe en matière d'utilisation des cellules du parti et d'ingérence du parti dans la dynamique des entreprises. Mais cela n'est pas forcément une ingérence, en tout cas souhaitée comme étant directe, c'est plus une ambition de suivi, de contrôle et d'orientation, de guidance. Le cadre ordo-libéral, alors ça peut paraître un peu cocasse par rapport à ce que je viens de dire, mais en tout cas d'intervention de l'État par le droit, avec un renforcement des réglementations et des régulations ainsi que de leur mise en œuvre, et lui aussi renforcé avec un accent très clair qui est mis sur la concurrence, qu'on a pu d'ailleurs voir commencer à être déployé depuis maintenant 2 ans dans le secteur notamment digital, et ce qui a donné lieu à beaucoup d'échos, notamment autour de la personne de Jack Ma. Une priorité toujours maintenue sur les questions d'ouverture, et je pense que c'est le gros enseignement de ce congrès, et ça peut expliquer d'ailleurs en partie les atermoiements financiers qui ont suivi, un accent nouveau sur la dimension sociale et la réduction des inégalités. Toujours le maintien sur l'objectif d'innovation et d'indépendance technologique, et l'écologie sur lequel Madame Marquet reviendra plus spécifiquement. En matière de moyens, on maintient l'ambition d'un parti qui est en capacité de tout diriger, un renouvellement de l'effort sur les dépenses sociales, avec un accent mis notamment sur le droit du travail. Et cela est assez nouveau. Là aussi, ce sont des dynamiques dont on a pu percevoir des frétissements durant les derniers mois, notamment autour des employés des structures de plateformes digitales, et qui sont très fortement confirmé et rehaussé dans l'ordre des priorités. Toujours l'ambition en matière de soft infrastructure, donc tout ce qui est droit de la propriété intellectuelle, droit de la concurrence, cadre légal, application non discriminée, indiscriminée des réglementations et des normes. Toujours la priorité sur les politiques industrielles, avec un renforcement de l'utilisation des fonds étatiques, donc ces state guided funds en anglais, qui en fait doivent permettre un alliage nouveau entre forces de marché et injonction étatique dans la conduite des politiques industrielles, une ambition de renforcement des financements directs des marchés financiers, des financements directs par les marchés financiers, donc une ambition nouvelle de débancarisation, de réduction de l'importance des banques dans l'économie, avec le lien fait sur une dynamique entrepreneuriale et d'innovation, et enfin un accent nouveau là aussi, en tout cas à ce niveau de validation donné aux ambitions natalistes et aux politiques en ce sens. Si le congrès a très largement confirmé beaucoup de dynamiques à l'œuvre depuis donc 2 à 5 ans, je pense que l'une des déceptions, en tout cas pour un certain nombre d'analystes, est que sur les points de friction qu'on observe depuis maintenant donc 5-10 ans, les réponses sont en tout cas
peu satisfaisantes, peut-être un peu trop normatifs, mais ne paraissent pas tout à fait évidents. Alors, sur les dimensions, là où les réformes avancent, et je pense qu'il faut quand même le souligner, même si forcément, en tant qu'analyste, on a plus tendance à se porter sur les sujets qui posent problème que sur les dossiers qui avancent bien, il faut quand même souligner que en matière de lutte anticorruption, depuis maintenant 10 ans, les évolutions ont été absolument impressionnantes et sont en effet consacrées dans le rapport, puisque l'accent est moins mis sur un effort supplémentaire que sur maintenant un cadre stable et un maintien permanent, ou en tout cas une pérennisation des mécanismes d'effort, et donc un fonctionnement moins par campagne politique et plus par un État par le droit. Alors, c'est un jugement d'un point de vue du Parti communiste, mais en tout cas sur le contrôle du parti et l'ingérence du parti dans l'ensemble des forces sociales de l'économie et de la société, il semblerait que cela satisfasse le Parti communiste et Pékin, puisque là aussi l'accent est renforcé. Les ambitions en matière d'environnement, alors s'il y a une très légère inflexion, notamment pour une mise en œuvre plus pragmatique et avec une vision plus de long terme, il semblerait, enfin, les ambitions de net zéro et de pic carbone, donc 2030-2060, sont bel et bien entérinées et inscrits dans les objectifs du parti, avec un petit bémol cependant qui, je pense, important de relever, mais je pense que Camille ira plus en détail sur l'intégralité de ces politiques, qui est une annonce de reprise des efforts en matière de recherche et d'exploration et d'utilisation des ressources en pétrole et en gaz, ce qui est là une nouveauté et ce qui peut inquiéter un peu, puisque la Chine, en matière de bitumineux, dispose, enfin en tout cas, on suspecte qu'elle dispose de réserves assez conséquentes. Et le maintien des ambitions en matière financière avec le renforcement du cadre sur les défaillances et les défauts, et donc, comme je le mentionnais précédemment, l'augmentation des financements directs. La principale nouveauté, c'est cette ambition de Common Prosperity qui est maintenant gravée dans le texte du Congrès et qui est gravée à un très haut niveau de priorité, ce qui a, en tout cas à titre personnel, m'a surpris, et c'était un des principaux points que je suivais, puisque c'était l'un des principaux points d'incertitude, je pense. Avec une recette qui avait déjà été présentée par Xi Jinping il y a maintenant 1 an et demi, mais qui donc entérinée, une augmentation de la rémunération du travail, ce qu'ils appellent le canal principal de revenus, une augmentation de la redistribution, et là c'est là-dessus que les termes ont été, je pense, les plus surprenants ou les plus souvent repris par les médias, mais aussi dans la société chinoise, avec non pas seulement une ambition de redistribution, on va dire, d'un point de vue des recettes, mais d'un point de vue des dépenses, mais aussi d'un point de vue des recettes, donc avec un accroissement des prélèvements et des contrôles sur l'expansion sans limite du capital et des richesses. Et de nouveau, mais ça c'est plus, je pense, moins central, un cadre qui devrait encourager les efforts de charity, pardon, c'était un très très mauvaise, c'est un anglicisme, et aussi qui devrait encourager la redistribution géographique des investissements, et donc probablement des politiques plus avant pour encourager les investissements, notamment dans le nord et dans l'est du pays, pardon, dans l'ouest du pays. Enfin, tout de même quelques ambivalences qui persistent, puisque d'une part, on veut un renforcement, on veut des libéralisations sur le marché du travail, notamment du statut du RUCO, donc qui contraint la libre circulation géographique des travailleurs, qui va de pair pourtant avec un contrôle accru du Parti communiste sur l'ensemble de la société, et aussi avec une prééminence encore renforcée de la stabilité sociale et de la stabilité de l'emploi. Alors avec là-dessus une interrogation sur comment est-ce qu'on résout ces différentes priorités, une ambition très forte d'accroissement de l'âge de la retraite qui pourrait tout de même poser à la fois problème dans sa mise en œuvre comme par le passé, puisque ça a été annoncé puis ensuite enlevé de plusieurs plans annuels durant la dernière décennie. Et cela pèsera notamment probablement sur les dynamiques de redistribution et de rééquilibrage vers la consommation. Et enfin,
le point sur les forces sociales que j'avais déjà fait. Alors, c'est compliqué de rentrer dans le détail de l'ensemble de ces points, donc je vous les ai un peu tous mis ici sur les grandes politiques publiques. Je veux laisser aussi le temps de la conversation. Donc, derrière chacun de ces points, il y a une analyse textuelle comparative entre les différents congrès et notamment le dernier plan quinquennal. Mais ce qui est surprenant en tout cas, c'est que souvent sont confirmées des dynamiques qui jusque-là n'avaient pas tout à fait démontré leur capacité à répondre aux problèmes qui semblaient être identifiés par Pékin, notamment en matière de gouvernance, où très clairement Pékin a fait part de son appréciation négative de la mise en œuvre sur le terrain de ces politiques, où il semblerait que la solution apportée à ça soit un renforcement de la centralisation et du contrôle par Pékin des autorités locales, allant de pair avec un accent encore plus prégnant mis sur l'idéologie marxiste et sur la fidélité au parti. De la même manière, sur les relations entre État et marché qui interrogent beaucoup donc depuis 2012 et notamment autour de cette vocable de force décisive donnée de capacité décisive donnée aux forces de marché dans l'allocation des ressources sous le contrôle renforcé ou le contrôle amélioré de l'État. Là aussi, les tensions apparaissent, en tout cas la manière d'avancer n'apparaît pas totalement évidente, puisque on a à la fois un renforcement, ou en tout cas une diminution de la priorité donnée à la croissance qui pourrait encourager, on va dire, plus de forces de marché et une dynamique de réforme repriorisée, mais qui va de pair avec un renforcement absolu de la priorisation, donc de stabilité en matière d'emploi et social que j'évoquais déjà précédemment. Toujours cette ambition de centralisation et de contrôle et de renforcement de l'appréciation de la correctness, mais de l'à-propos ou du bon suivi de la ligne politique centrale qui n'est pas forcément tout à fait évident à marier avec des forces de marché, et une ambition renforcée de gouvernance par le droit qui, je pense, signale principalement quand même des difficultés dans sa mise en œuvre sur le terrain, puisque les autorités locales sont spécifiquement mises à l'index à ce titre. En matière de technologie, avec toujours le renforcement là du rôle des entreprises publiques, qui est assez clair, qui doit aller de pair avec un renforcement du rôle des entrepreneurs. Alors, ce qui n'est pas tout à fait parfaitement antinomique, puisqu'on pourrait avoir à la fois des entrepreneurs qui ont des startups et des grands groupes d'État qui, eux, alimentent financièrement et ces startups. Ceci dit, cela demande à être clairement quand même établi et on rencontre des difficultés à cet égard. 2 points quand même à mettre en avant à ce titre qui sont là pour le coup des réponses plus évidentes, plus intuitives, ou en tout cas qui paraissent plus à propos. L'accent nouveau, ou en tout cas le renforcement de l'accent mis sur la recherche fondamentale et le renforcement de l'accent mis sur l'éducation, non pas uniquement d'ailleurs l'éducation, on va dire l'élite et les plus grandes et les meilleures universités, mais notamment pour l'éducation tout au long de la vie et en particulier sur les ouvriers spécialisés et la main-d'œuvre experte, comme il l'appelle, qui là répond assez bien à des problématiques rencontrées sur le terrain. Peut-être, je ne vais pas continuer la litanie de tout ça et on pourra y revenir point par point si vous le souhaitez, mais un dernier élément que je trouve assez pertinent, notamment du fait de là où on parle, c'est celui de l'ambition d'attraction et d'ouverture qui est renforcée très clairement avec la priorité, avec en tout cas la part belle faite à l'attraction des talents étrangers, ce qui est à la fois ce qui est pertinent, mais aussi un peu inquiétant d'un point de vue d'extension du domaine de la lutte géoéconomique à des nouveaux champs, et ici le champ des individus, mais qui va de pair avec une ambition de sécurisation et une ambition de risque zéro qui paraît, qui peut paraître conflictuelle. Et qui d'ailleurs, l'une des solutions apportées par le parti, c'est la mobilisation de la taille du marché chinois pour dépasser cette difficulté à attirer des entreprises et des acteurs étrangers, qui là aussi peut poser problème d'un point de vue plus géoéconomique vis-à-vis des partenaires qui ne pourraient pas être tout à fait satisfaits de voir leurs entreprises attirées par la manne financière du marché chinois au détriment de leurs intérêts économiques. Un point aussi à apporter
je pense, parce qu'il n'a pas souvent été fait, c'est que maintenant, le principal vecteur d'ouverture qui est identifié dans le congrès, ce sont les zones de libre-échange. Et donc, contrairement au précédent congrès, où l'ouverture était plutôt principielle, et il semblait, et confirmant la dynamique observée, et d'ailleurs ambitionnée depuis une quinzaine d'années, où il fallait normaliser le reste de l'économie avec ces zones spécifiques qui avaient été plus ouvertes dans un premier temps, on voit là une nouvelle approche, ou en tout cas un retour à une approche précédente, dans un environnement qui est tout à fait différent, hein. Il n'y a pas d'équivalence ici entre la situation précédente et celle ambitionnée, mais donc un retour à une ambition d'identifier des zones spécifiques qui, elles, devront aller plus loin en matière d'ouverture et de libéralisation et qui devront servir à l'attraction de ces capitaux et de ces technologies et de ces talents étrangers, avec notamment la zone de Hainan qui est mise en exergue et qui doit servir de porte-étendard à cette ambition. Pardon. Et le tout dernier point, peut-être quand même, l'ambition démographique, où là, les politiques natalistes sont maintenant mises en exergue aussi dans le texte du Congrès, ce qui est une nouveauté, alors ce qui était déjà pressenti depuis maintenant 6 à 12 mois, avec une ambition nouvelle, et là c'est un peu plus inquiétant, avec des injonctions très fortes portées sur l'ambition de dynamique de la natalité, ce qui probablement, et notamment dans le texte, va de pair avec une réduction des velléités en matière d'égalité des genres, ce qui probablement risque de ne pas se faire sans friction, puisque notamment la question d'égalité des genres est une question qui mobilise malgré les difficultés en Chine, est de manière assez intéressante. On voit aussi que dans l'objectif de démographie, les autorités y insèrent une réduction de la charge parentale sur les questions éducatives, et notamment ce qui a pu être observé l'année dernière avec la suppression, ou en tout cas le renforcement très strict des contrôles sur les cours du soir, et notamment les cours du soir privés. Alors, je n'ignore pas les éventuels desseins politiques derrière ça aussi, notamment de contrôle des populations et des populations étrangères circulant en Chine et du flux d'informations, mais c'est ainsi que le présentent les autorités, et je pense qu'il faut quand même pour partie les prendre au mot, et aussi, et c'est là quelque chose qui est intéressant à avoir en tête, les enjeux de réduction des dynamiques des prix sur l'immobilier, ou en tout cas un immobilier plus sain et plus accessible, qui rentre aussi dans le cadre de ces ambitions sociales. Sur les autres points, je ne veux pas non plus déborder trop, donc je vais passer la parole à Madame Marquer. Si éventuellement vous voulez y revenir par la suite, n'hésitez pas avec les questions. Merci beaucoup François pour cette exégèse des travaux du Congrès. Et donc effectivement, on passe la parole à Camille. Merci beaucoup. Donc, je vais avoir une approche plus concrète sur les enjeux financiers qui sont à laquelle la Chine est confrontée, le contexte dans lequel toutes ces annonces s'inscrivent, et peut-être aussi pour replacer dans le contexte plus général, parce que moi je vais vraiment focaliser sur les aspects financiers, mais pour replacer dans le contexte plus général de la conjoncture chinoise, on est dans une situation où en fait il y a a priori un essoufflement de ce qui va être la demande extérieure adressée à la Chine, avec les difficultés que traverse actuellement en fait le reste du monde, liées à toutes les perturbations actuelles. Donc, essoufflement de la demande extérieure, qui avait été un moteur très fort de la reprise économique en Chine depuis le début de la crise Covid, en fait. Les perspectives sur l'investissement qui sont également un peu moins bonnes, parce que, comme vous le verrez, je vais revenir un peu là-dessus, il y a quand même une volonté de désendettement et de renforcement de la productivité du capital en Chine, donc ça ne plaide pas pour des investissements massifs dans l'immobilier en particulier. Et puis, un rééquilibrage du modèle de croissance au profit de la consommation, comme le mettait très bien en évidence François, qui est en effet réitéré, mais qui prend beaucoup de temps, et donc un relais par la consommation privée
qui est beaucoup plus lent que ce qu'on anticipait, en tout cas au cours des derniers plans quinquennaux. Et donc, dans ce contexte, faible demande extérieure, faible investissement, faible consommation domestique. Quels vont être les relais de croissance en Chine? Quel va être le modèle de croissance en Chine pour pouvoir continuer à croître dans les décennies prochaines? Donc, voilà, on est un peu dans ce contexte-là où, on croyait encore, je dirais, peut-être au cours de la dernière décennie, au fait que la Chine voulait vraiment rééquilibrer son modèle de croissance au profit de la consommation intérieure. Ça prend beaucoup de temps. Ce relais est lent. Donc, quel relais s'il y en a? Voilà, c'est un peu ça la question. Donc, moi, dans ma présentation, je vais vraiment me concentrer sur les aspects plus financiers parce qu'il y a aussi beaucoup de remous au cours des derniers jours et des dernières semaines et des derniers mois. Je trouve ça intéressant de revenir là-dessus. Et puis, bien entendu, ça a des implications sur les politiques économiques dans le cadre de donc, ce qui a été annoncé au niveau purement politique par, en particulier, Xi Jinping lors du Congrès. Donc, dans la première slide, je vous montre les flux de capitaux entrant et sortant de Chine sur les actifs financiers. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le début de l'année 2022, il y a eu de très fortes sorties de capitaux, aussi bien sur les marchés actions, ce que vous voyez en rouge, que sur les marchés obligations en bleu, ce qui est assez nouveau parce que depuis le début en fait de la crise du Covid et depuis le début même de la décennie, on a eu de très forts flux entrant sur le marché obligataire chinois. Et là, il y a eu un retournement très rapide, très marqué, qui est lié à différents facteurs sur lesquels je vais revenir. Et donc, on est dans ce contexte-là où la Chine n'est pas dans une situation financière identique à celle qu'on avait l'année dernière, qui était avec des flux entrants tellement forts qu'en fait, il y avait même des pressions haussières sur la devise qu'il était difficile de gérer pour les autorités chinoises. Donc, sur la slide suivante, je reviens sur les principaux facteurs de l'attractivité ou de la baisse de l'attractivité des marchés obligataires en Chine. Eh bien, bien sûr, il y a des très fortes perturbations qui ont impacté la Chine directement, comme beaucoup de pays. C'est le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a en effet augmenté l'aversion au risque et qui est défavorable à des pays émergents, en particulier la Chine. Mais surtout, peut-être, le resserrement monétaire aux États-Unis qui a entraîné un très fort enchérissement du dollar et une hausse des rendements, en particulier obligataires, aux États-Unis. Donc, à gauche, vous avez le taux de change yuan contre dollar. Donc, c'est vraiment des niveaux qui sont inédits. Donc là, on a atteint la barre des 7,30. Ce sont des niveaux qu'on n'aurait pas vraiment imaginé. Ce sont des niveaux qui n'étaient pas vraiment dans le consensus, hein, en termes de niveau maximal de dépréciation du yuan contre le dollar. Bien sûr, c'est un mouvement qui est partagé avec de très très nombreuses devises contre le dollar. Mais quand vous êtes un investisseur étranger, en particulier américain, et que vous avez une dépréciation si forte d'une devise contre la vôtre, contre le dollar, eh bien forcément, c'est défavorable aux arbitrages, en particulier quand vous investissez sur de l'obligataire qui est assez stable, qui est assez qui est un investissement pas purement spéculatif. Et à droite, donc, vous avez aussi le deuxième élément qui est la hausse des rendements américains, qui fait que, en fait, là, on est dans le cadre d'une divergence très forte de politique monétaire, je vais revenir là-dessus, entre les États-Unis qui resserrent et la Chine qui continue d'assouplir, où du coup, il y a un resserrement du différentiel de taux avec des taux chinois, ce que vous voyez à droite, sur le graphique de droite en rouge, là, ce sont les taux chinois souverains à 10 ans qui restent assez stables et une très forte hausse des taux américains. Et donc, un différentiel qui non seulement se réduit, mais même est devenu négatif au cours des derniers mois, alors qu'auparavant, il était positif. C'est-à-dire que la divergence de politique monétaire, elle était à l'inverse après la crise, le début de la crise du Covid, où on avait un très fort assouplissement dans les pays développés et en Chine, une politique monétaire qui s'assouplissait, mais seulement extrêmement modérément. Donc, en gris, vous avez en gros le différentiel de rendement qui était très favorable entre 2020 et 2021 aux actifs chinois et qui aujourd'hui est très défavorable. Donc, très naturellement, les investisseurs se désengagent du marché obligataire chinois. C'est également, bien entendu, lié, donc tout ça s'ajoutant au fait qu'il y a des inquiétudes sur les perspectives de croissance, comme je le mentionnais en préambule.
Voilà, donc pour l'obligataire, il y a vraiment ces éléments qui sont très, très prégnants. Sur la slide suivante, je reviens sur les éléments, les sorties de capitaux sur les marchés actions. Donc, aux éléments sous-jacents à l'attractivité des marchés obligataires chinois s'ajoutent des éléments plus spécifiques au marché actions et en particulier, donc des éléments défavorables, en particulier les resserrements réglementaires extrêmement violents qu'il y a eu sur différents secteurs. Donc, même en amont hein, du début des sorties de capitaux sur les flux obligataires, avec le resserrement réglementaire sur le secteur technologique. Donc ça, c'était vraiment à la fin de l'année 2020, et immobilier, bien sûr. Donc voilà, on est dans une situation où la Chine n'est pas attractive, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau financier. Sur la slide suivante, je vous mets aussi en exergue les difficultés vraiment inédites sur le marché des changes, parce que, en effet, donc depuis 2015, les autorités chinoises, alors juste le slide précédent, s'il vous plaît, les autorités chinoises se sont engagées, ont fait une très forte réforme du marché des changes et ont intégré davantage de forces de marché. Hein, c'est un peu dans voilà la rhétorique qui est réitérée là lors du congrès, mais ils mettent en place un cours pivot pour le taux de change yuan contre dollar, et autour de ce taux pivot, le taux de marché est autorisé à fluctuer dans une bande de fluctuation de plus ou moins 2%. 2% seulement, je dirais. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, il y a eu un très fort écartement du taux de marché par rapport au cours pivot. Donc ça, c'est vraiment notamment très directement à la suite des annonces du Congrès, où on a vu que, eh bien, il y avait peut-être la priorité donnée à des objectifs politiques plutôt que à des objectifs économiques. Donc, bon, je peux revenir là-dessus, mais c'est une situation très, très un peu de crise, hein, donc on n'est pas du tout dans le cadre de crise de change, mais c'est une situation extrême, je dirais, où la fluctuation entre les deux a quasiment touché la fluctuation maximale de 2%. Donc ce sont les petites barres grises que vous voyez qui touchent quasiment la barre de 2%, des moins 2%. Donc pour autant, c'est ça qui est important, je pense, à retenir finalement, c'est que dans ce cadre-là, où il y a une dépréciation extrêmement rapide, donc là, le taux de change monte, c'est-à-dire la dépréciation du yuan contre le dollar, eh bien, les autorités chinoises ne sont pas intervenues de manière extrêmement massive. Il y a eu un mini tentative de stabiliser le cours pivot, mais finalement, ils ont continué à le laisser filer vers le haut. Il n'y a pas eu d'intervention massive à travers l'utilisation des réserves de change. Il y a eu des interventions qui sont extrêmement difficiles à détecter par le biais des acteurs, notamment bancaires, en particulier sur le marché des dérivés. Donc ça n'apparaît pas dans les bilans, donc c'est compliqué à voir. Mais il n'y a pas eu de tentative d'intervention massive comme il y avait eu en 2014 et 2015, où la Chine était intervenue extrêmement massivement dans le cadre d'une crise financière qu'elle avait traversée. Donc pourquoi un peu se laisser faire? C'est ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est que en fait, bon, c'est vraiment un effet dollar, voilà, plus qu'un effet yuan. Donc, ce que vous avez sur ce graphique, c'est en rouge le taux de change du yuan contre le dollar, donc c'est les mêmes indications que le graphique précédent, mais c'est retourné, donc la baisse signifie la chute du yuan contre le dollar, et en noir le taux de change effectif, c'est-à-dire le taux de change du yuan contre un panier de devises qui correspond au panier de partenaires commerciaux de la Chine. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de dépréciation massive du yuan contre, en gros, les autres devises que le dollar. En fait, parmi toutes les principales devises du panier du taux de change effectif, il n'y a que le dollar qui s'est fortement apprécié contre le yuan, avec également le rouble, qui est une situation un peu spéciale. Mais contre l'euro, contre le yen, contre la livre sterling, le yuan est plus cher aujourd'hui qu'il y a un an. Donc, voilà, les Chinois, comme beaucoup d'ailleurs de pays, malgré quelques tentatives récentes de certains pays, mais finalement ne s'érigent pas contre ces forces dollars qui sont tellement gigantesques que seuls ils ne pourraient pas les contrer. Voilà. Donc
juste pour voilà, revenir sur cet élément change qui était si extrême hein, par rapport au dollar. En tout cas, ici, voilà, il y a des opérateurs de marché, c'est des situations vraiment inédites qui font partie un peu de l'histoire hein, du taux de change. On va voir jusqu'où ça va. Donc, bon, il n'y a pas de crise majeure de change, en gros, malgré voilà le fait que l'attractivité de la Chine en termes financiers soit un peu réduite. On a toujours des IDE qui sont quand même assez fournis. Le marché chinois, malgré voilà les évolutions politiques, malgré le risque en fait politique, sont toujours très attractifs pour les investisseurs étrangers en termes d'IDE. Donc, on a quand même, voilà, on n'est pas dans une situation de crise financière. Bon, toutefois, et c'est ce que je montre sur la slide suivante, forcément, cette situation, comme pour beaucoup de pays, hein, eh bien, cette situation de resserrement monétaire aux États-Unis contraint la Banque centrale chinoise à limiter son assouplissement, parce que ça renforcerait encore la divergence des politiques monétaires et les effets qu'on a vus. Donc, vous voyez ici à gauche les taux directeurs. Il y a eu quelques baisses, voilà, pour soutenir autant que possible, mais sans qu'il y ait d'assouplissement très marqué. C'était le cas depuis le début de la crise Covid, alors qu'il y a eu une crise économique quand même très très brutale également en Chine, hein, même si elle a été moins que ailleurs. Et à droite, ce que vous voyez, c'est la taille des bilans des banques centrales en pourcent du PIB. Et en rouge, vous voyez que la Chine a une politique de dégonflement du bilan de sa banque centrale qu'elle devrait maintenir, je pense. Et du coup, voilà, dans ce contexte de questionnement sur les relais de croissance pour la Chine, je dirais que un soutien monétaire massif n'est pas à l'agenda. Donc, voilà, toujours une politique monétaire assez finalement stable et avec un assouplissement qui reste très modéré. Alors, pourquoi aussi? À la fois parce qu'il y a cette question de la divergence des politiques monétaires avec les États-Unis, mais aussi parce que, eh bien, le désendettement, ce que j'introduis sur la slide suivante, le désendettement de l'économie reste un élément prioritaire en Chine. Donc là encore, c'est, je dirais, peut-être quelque chose qui était les prémices. Déjà depuis 2017, il y a eu le début d'une campagne de désendettement très marquée en Chine. C'est sur du coup la slide suivante, s'il vous plaît. Peut-être les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui de manière beaucoup plus marquée, c'est-à-dire la prééminence des objectifs politiques, ou en tout cas des objectifs de stabilité sur les objectifs de croissance à court terme. Et donc, depuis 2017, il y a vraiment un engagement très fort des autorités à poursuivre le désendettement des agents économiques et à renforcer la résilience du système économique, en particulier à travers l'état des finances. Et donc, ce que vous avez à gauche, c'est l'évolution des nouveaux types de financement par type d'agents économiques. Et vous voyez qu'il y a eu un ralentissement depuis 2017, une hausse quand même en 2020 pour soutenir un peu la croissance après le début de la crise du Covid. Mais là, on est sur voilà, sur un rythme qui s'est stabilisé et il n'y a pas de recours massif, en particulier à l'endettement public que vous voyez ici en gris. Et une poursuite de la lutte contre ce qui est appelé le shadow banking. Donc, c'est très difficile de l'estimer, mais en tout cas, on a des chiffres sur des financements un peu alternatifs, un peu exotiques que vous voyez à droite, et on voit que l'encours n'a pas progressé, alors que ça aurait pu être un remède de court terme assez facile à mobiliser pour soutenir la croissance dans le cadre de difficultés économiques importantes. Donc, un effort de désendettement qui reste prioritaire. Sur la slide suivante, j'évoque voilà le secteur immobilier, où là, il y a un effort de désendettement bien sûr très fort. Slide suivante, s'il vous plaît. Et avec donc des lignes directrices qui ont été imposées au secteur immobilier depuis 2 ans, qui sont très strictes, qui n'ont pas été vraiment assouplies, et qui ont entraîné une chute des financements, ce que vous voyez à gauche. Ça, c'est le financement bancaire, mais en fait, tous les types de financement pour les promoteurs immobiliers se sont vraiment ont fortement reculé. Une chute des financements pour les promoteurs. Donc, c'est une situation très difficile, mais qui est liée à une politique active et volontariste du gouvernement. Ce n'est pas, je dirais, c'est vraiment le fruit
de décennies de surendettement, mais on est là dans une situation où les autorités pourraient, si elles le voulaient, ralentir un peu la répression dans ce secteur, mais elles ne le font pas. Alors, le FMI a publié le Financial Stability Report il y a quelques jours. Et en fait, ce qu'ils disent, bon, il y a des simulations là, sur le graphique de droite, c'est un peu obscur. Grosso modo, ce qu'ils disent, c'est que sur les plus grosses banques chinoises, eh bien, les efforts de désendettement, les efforts de rehaussement du capital, eh bien, permettent de limiter le risque de choc sur les banques, les plus grosses banques du pays, en cas de crise encore plus marquée du secteur immobilier. Donc, ils ne sont pas alarmistes sur le risque d'un effondrement du système économique chinois lié à une crise du secteur immobilier. Bon. Donc, c'est bien aussi pour ça, je pense, que les autorités poursuivent cette répression financière dans ce secteur, c'est que elles quand même, on peut le dire, elles ont réussi à accompagner ce mouvement sans que finalement, mis à part un ralentissement de la croissance, il y ait un risque d'effondrement du système économique. Donc, un effort de désendettement sur la slide suivante qui est aussi lié à une situation dégradée, une situation financière dégradée des gouvernements locaux qui historiquement sont un peu un relais de l'investissement public. Bon, globalement, les gouvernements locaux sont structurellement déficitaires en Chine depuis le début des années 90. Vous avez à gauche la part des revenus et la part des dépenses qui sont faites au niveau des gouvernements locaux. Et donc la symétrie est vraie pour le gouvernement central. Donc il y a un déficit qui est structurel et qui est financé notamment, comme vous pouvez voir sur le graphique de droite, quasiment à un tiers par des ventes de terrain. Donc bon, c'est bien connu, voilà, les ventes de terrain sont plus difficiles, le coût des terrains baisse, les financements des gouvernements locaux du coup vont s'en trouver réduits, et donc la possibilité de soutenir la croissance par le biais de l'investissement public qui passerait par les gouvernements locaux s'en trouve également réduite. Mais là aussi, je dirais qu'il y a une volonté derrière de eh bien de répression financière pour contraindre, obliger les agents, en particulier là, les gouvernements locaux, à poursuivre un cycle de désendettement qui est défavorable à la croissance de court terme. Il y a un autre élément, c'est qu'on ne peut pas donner à boire à bas une catastrophe. Et sur la slide suivante, ce que je montre, c'est que au-delà du désendettement des agents qui sont les plus endettés, il y a également eh bien, la chute de confiance des agents économiques qui n'est pas du tout favorable à l'endettement, et en particulier pour les ménages. Donc c'était sur la slide suivante ce que je montre, c'est que à gauche, sur le graphique de gauche, vous avez en rouge la croissance des encours de crédit aux ménages. Et vous voyez que malgré les annonces, la volonté, et qui sera peut-être un cycle de très long terme, mais des autorités de soutenir la consommation domestique pour rééquilibrer le modèle de croissance, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, avec un effondrement de la demande de crédit et des octrois de crédit pour les ménages, face à une situation où on est dans une politique zéro Covid toujours extrêmement forte. Donc il y a eu des sortes de bruits sur les marchés selon lesquels finalement les autorités se préparaient à une réouverture beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait penser par rapport à la politique zéro Covid à partir de mars. Bon, je pense que c'était plus un espoir, voire un faux espoir, parce que d'ailleurs la commission de la santé a démenti fermement ce point en disant qu'ils allaient continuer la politique zéro Covid de manière extrêmement stricte. Et donc on voit mal comment ils peuvent s'en sortir alors que leur système de santé n'est pas prêt, en gros, à accueillir des malades qui seraient extrêmement nombreux en cas d'assouplissement de la politique zéro Covid. Voilà, donc bon, ça on peut y revenir. Donc sur les défis aussi financiers, au-delà voilà de cette volonté de désendettement qui pèse forcément sur les perspectives de croissance, en tout cas à court terme, mais même je dirais sur la croissance structurelle, il y a des défis plus spécifiques qui sont également évoqués dans les discours politiques. Donc sur la slide suivante, j'évoque le premier défi qui est le vieillissement démographique. Donc c'est difficile très franchement d'appréhender l'ampleur du choc en termes de financement qui attend la Chine
sur la question du financement des retraites. Donc, à gauche, vous avez le ratio de dépendance, c'est-à-dire la population, en gros, qui ne travaille pas par rapport à la population active. Et en Chine, il y a une très forte hausse qui se profile prochainement. Hein, c'est quand même assez imminent. Et avec un effondrement dans le cadre des mécanismes d'appel de fonds et de cotisation actuels, un effondrement à droite des réserves des fonds de pension. Donc on passe de 6 000 milliards de yuan, en gros, aujourd'hui, à zéro en 2035. Donc selon les mécanismes de financement aujourd'hui, ils seront complètement, les fonds seront complètement vides à 2035. Donc soit il faut réinventer le système de pension, soit le soutenir avec peut-être un soutien budgétaire beaucoup, beaucoup plus marqué. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a ce principe de prospérité partagée qui probablement implique des aides plus soutenues aux personnes âgées qui sont aussi en moyenne plus vulnérables que les autres en termes financiers. Donc il y a à la fois plus de personnes âgées et qu'il faudra davantage rétribuer si on veut une réduction des inégalités. Donc le gros défi sur lequel on peut revenir, mais c'est difficile d'avoir des chiffres très précis, et très franchement sur l'ampleur de l'effort financier qui devra être fait. En tout cas, c'est sûr que là aussi, ça va être défavorable à la croissance. Et autre défi de long terme, en effet, que là aussi j'évoque rapidement sur la slide suivante, c'est le défi de la transition énergétique. Donc, en gros, ce que vous avez à gauche, c'est les émissions de CO2 et les différentes cibles qui ont été annoncées par les différents gouvernements. Donc, vous voyez que la Chine a une très très forte hausse de sa production de CO2 au cours de la dernière décennie, avec une cible qui est extrêmement ambitieuse à 2060, donc de net zéro. Et alors, j'ai fait un petit calcul de coin de table où, en fait, j'ai repris les objectifs qui étaient annoncés dans le dernier plan quinquennal, les objectifs de réduction de l'intensité carbone de la croissance, qui est autour de moins 20% sur 5 ans. Et j'ai conservé cet objectif tous les 5 ans jusqu'en 2060. Et en gros, même avec des perspectives de croissance en très forte décélération, donc c'est ce que j'ai mis dans cette simulation, mais c'est juste pour vous donner un exemple. En bleu, c'est les hypothèses de croissance. Et bien même avec une croissance très très dégradée, on est avec ces objectifs on est très très loin du net zéro, en gros en 2060. Donc ça veut dire que les objectifs de réduction de l'intensité carbone de la croissance devront être beaucoup 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 plus ambitieux au cours des prochains plans quinquennaux. Et il y a eu en effet des annonces sur l'écologie, donc bon, c'est qui est un peu moins présente quand même dans ce plan-là que dans ces annonces-là que lors du précédent congrès. Et on se demande, voilà, quand est-ce qu'ils vont changer le cap. Donc là aussi, c'est difficile d'avoir une estimation précise des enjeux financiers qui sont nécessaires. Donc la Banque mondiale a publié un rapport très récemment, estime à peu près une année de PIB chinois les investissements nécessaires pour atteindre le net zéro en 2060. Donc bon, c'est pas impossible, mais il faut qu'il y ait des annonces plus ambitieuses qui soient faites rapidement. Parce que rien que sur le plan quinquennal là, qui a été annoncé, si on va jusqu'en 2030, on est un tiers plus haut en termes d'émissions carbone que ce qu'on était en 2020. Donc voilà, c'est juste pour mettre ça en exergue. Et sur la slide suivante, très rapidement, hein, je montre un peu les enjeux. Voilà, qu'est-ce qu'il est, de quoi il est question en fait sur les questions de transition énergétique. La Chine a fait de très gros efforts sur les investissements en énergie renouvelable. Vous voyez à gauche qu'elle est à l'origine de 30% de la consommation d'énergie renouvelable dans le monde, ce qui est un chiffre vraiment honorable. Mais elle est également responsable d'une part croissante de la consommation d'énergie fossile. Donc, certes, les efforts sur le renouvelable sont très notables, mais il faut qu'il y ait vraiment un tournant beaucoup plus massif pour qu'il y ait aussi une réduction, en gros, de la consommation carbone. Donc, je vais passer un peu plus vite parce que je crois que le temps est terminé.
Voilà, dernier grand enjeu sur lequel on pourra revenir sur la slide suivante, c'est juste l'idée qu'au niveau financier, sur les perspectives de très long terme, la Chine se positionne un peu en chef de file des pays émergents. Elle va essayer de chercher de la croissance finalement dans les pays émergents avec une politique commerciale où elle diversifie très fortement ses partenaires commerciaux, ce qui fait que elle a à peu près, elle est responsable d'à peu près 15% du commerce mondial, mais qu'elle est à l'origine, quel est le principal partenaire commercial, en particulier en termes de provenance d'importation, pour 40% des pays du monde. Donc voilà, c'est juste que c'est son emprise sur des pays qui sont peut-être plus petits, mais plus nombreux, qui ont des perspectives démographiques et des perspectives de croissance qui sont bonnes, qui vont peut-être pour la Chine constituer un relais de croissance et aussi un relais d'influence géopolitique. Et donc, dernière slide, avec des infrastructures institutionnelles qui sont mises en place au niveau financier. Donc, la Chine se positionne en prêteur pour les pays émergents, le plus gros prêteur du monde en termes de prêts au gouvernement, et met en place différentes infrastructures qui peuvent paraître un peu anecdotiques pour l'instant, comme par exemple les lignes de swap, dans la mesure où il n'y a pas de besoin urgent de liquidité en RMB pour quasiment aucun pays dans le monde pour l'instant. Mais elle met en place des lignes de swap avec un nombre très important de pays, à peu près une quarantaine à aujourd'hui, sur des montants qui sont quand même importants et qui montrent que la Chine va peut-être essayer de pousser à terme des échanges commerciaux peut-être davantage libellés en RMB, ce qui permettrait de créer une sorte de régionalisation du système financier autour de la Chine, ou en tout cas une plus grande régionalisation qu'aujourd'hui, qui serait un peu davantage déconnectée du système économique mondial et de la prééminence de certaines zones ou certains pays avancés. Donc voilà pour ce tour d'horizon, et je reste bien entendu à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Camille. Vous avez tous les deux ouvert une boîte de Pandore de questionnements sur la Chine. Vous avez apporté des réponses et des éclairages. On ne va pas prendre tous les sujets les uns après les autres, malheureusement, pour des raisons de temps, mais on peut discuter pendant un quart d'heure encore de vos présentations. Je signale que vous pouvez poser vos questions par le chat ou réagir en levant la main par l'onglet réaction de Zoom, même si, encore une fois, les contraintes de temps ne nous permettront pas d'aller dans des discussions approfondies. Ce qui m'a frappé dans vos présentations, c'est quand même un certain décalage entre un discours très articulé, très cohérent et très ambitieux du congrès du parti et des difficultés de gestion, notamment dans le secteur financier, qui malgré tout persistent. Donc la première question que j'ai envie de poser à tous les deux, c'est celle de la cohérence entre des objectifs affichés et une réalité de gestion beaucoup plus complexe peut-être. Camille? Alors, je me lance. Donc, en effet, je pense que de toute manière, il y a des lignes directrices qui sont données, qui sont vraiment des lignes, grandes lignes. Je pense quand même que finalement, la manière dont fonctionne aussi peut-être l'économie chinoise, mais je parle sous le contrôle de François, est finalement assez aussi agile et en partie décentralisée. Donc, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des grandes orientations politiques qui sont données par le gouvernement central, sont des orientations qui sont quand même assez vagues
qui donnent des orientations très fortes et qui, je pense, ont un effet d'entraînement extrêmement important sur le secteur privé et sur le secteur des affaires, puisque les autorités donnent cette impulsion et ils vont le faire, et du coup, autant suivre que pas être dans le mouvement général. Néanmoins, c'est un pays qui est gigantesque, avec des enjeux très forts, et forcément, il y a une période d'adaptation par rapport à ces grandes orientations politiques. Donc, en effet, il y a une sorte de toute puissance de Xi Jinping qui donne ces grandes orientations. Après, sur l'application, c'est normal qu'il y ait des tendances un peu disparates. Je pense néanmoins que pour Xi Jinping, c'est quand même un enjeu de légitimité que, par exemple, cette idée de prospérité commune, cette hausse voilà, de la richesse moyenne par habitant, s'enclenche véritablement, qu'il y ait quand même un rééquilibrage de la consommation privée. Là, il y a eu des perturbations extrêmement fortes depuis 2020. Je pense que voilà, il faut quand même que ça advienne. Et alors, je suis un peu surprise, mais bon, c'est que finalement, dans les annonces, il n'y a pas eu d'engagement plus fort sur, par exemple, le renforcement des filets de sécurité. Est-ce que c'est décevant? Est-ce que en fait c'est que voilà les autorités veulent prendre leur temps? C'est toujours un temps très long en Chine et il faut pas croire que voilà parce que c'est pas fait dans l'année ou dans les 2 années c'est que le gouvernement ne parvient pas à ses fins, donc toujours avoir cette vision long terme. Mais en effet, j'ai le sentiment qu'il va falloir un peu accélérer sur ces sujets-là si aussi veut préserver sa légitimité. Merci François sur cette question de la cohérence. Et brièvement, jusque-là, grosso modo, ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Donc, ils veulent la stabilité que sont les vertus d'une économie plus dirigée et plus étatiste, mais ils veulent aussi les qualités allocatives d'une économie plus libérale, avec l'accent mis sur la productivité générale des facteurs, qui est d'ailleurs officiellement mentionné par Xi Jinping, ce qui est toujours cocasse à ce niveau de seniorité-là. Et ce qui est moi, m'inquiète personnellement, en tout cas ce qui peut porter, je pense, à avoir quelques inquiétudes, c'est que face aux difficultés à concilier ces objectifs difficilement conciliables, il semblerait que les autorités centrales estiment que ce sont des défauts de défaillance, enfin ce sont des défauts de mise en œuvre des autorités locales et que face à ça, elles renforcent la centralisation et le contrôle, ce qui, à mon sens, risque d'avoir pour effet concret sur le terrain de mettre encore plus des bâtons dans les roues aux efforts réels de libéralisation qu'on observe notamment et particulièrement sur les marchés financiers. Et donc, quand vous avez un pouvoir central qui renforce les orientations, la centralisation et les orientations politiques, mais qui vous demande d'effectuer des libéralisations et de mieux allouer le capital, vous êtes dans une position qui est particulièrement compliquée. Et je pense qu'hélas, ce congrès a plutôt renforcé cette complexité que clarifier l'orientation et les modalités de mise en œuvre. Et sur la redistribution, est-ce que tu l'as mentionné, c'est effectivement une clé de la cohérence entre les objectifs. Quelle est ta vision de la volonté réelle des autorités chinoises d'aller de l'avant dans ce domaine? Alors, elle m'a l'air très sincère. Il y avait jusque-là un doute, puisque notamment à l'annonce en 2020 de la Common Prosperity avait ensuite été mis à l'agenda du parti la hausse des impôts, notamment sur l'immobilier et la hausse de l'âge de la retraite et des politiques sociales. Tout ça avait été très largement ajourné, notamment, et pour des raisons qu'on peut estimer légitimes, qui étaient notamment l'impact économique du Covid. Tout ça a été remis au goût du jour. La question qui se pose, et je pense que le début de réponse qu'on en a rappelle cette difficulté de mise en œuvre, c'est le niveau d'acceptabilité par les populations et en particulier, on va dire, les élites économiques de ces nouvelles contraintes sur leur capacité à la fois à faire du business, mais aussi à accumuler des richesses. Et je pense que les flux de capitaux sont en partie, et les atermoiements sur les marchés financiers domestiques sont le reflet de cette difficulté, là aussi, d'un parti communiste qui veut à la fois des entrepreneurs qui prennent des risques et qui accumulent des richesses, mais un contrôle sur ces entrepreneurs et sur cette accumulation de richesses avec une mainmise totale sur les orientations politiques. Et là encore, si la réponse est uniquement un renforcement de la centralisation
et de l'ambition idéologique, je ne suis pas sûr que cela améliore la transcription dans la réalité de ces ambitions politiques. Alors, je vais avoir deux questions, peut-être pour l'un et pour l'autre, qui reflètent aussi les préoccupations exprimées dans le chat. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé depuis le début de la séance, je crois, c'est inflation. C'est un sujet de préoccupation mondiale. On n'a pas l'impression que ce soit un gros sujet en Chine. Même si on peut s'interroger sur la contribution de la Chine à la désinflation mondiale pendant presque 30 ans. Donc, quelle est la réaction des autorités par rapport à la hausse générale des prix des matières premières et par rapport à des dynamiques inflationnistes variables selon les zones, mais quand même très fortes? Si je peux me permettre, plus largement, quelle est la réaction économique des autorités face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la guerre qui s'en est suivie? Et le deuxième sujet, je le pose dès maintenant, c'est la question des politiques d'innovation. On voit que la Chine est très ambitieuse, qu'elle a des succès qui sont dans certains domaines, je crois, remarquables, notamment l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi une volonté, comme en matière de financement, de diminuer la dépendance par rapport au monde occidental. Et quelle appréciation peut-on avoir de la trajectoire? Donc, inflation, innovation. Alors, sur l'inflation, par exemple, en tant que difficulté par rapport à l'application de la politique monétaire, donc l'inflation est assez faible en Chine et il n'y a pas eu finalement c'est pas une problématique en Chine, notamment parce qu'une partie des prix est administrée et que une partie des coûts qui sont liés qui ont été liés à la hausse des matières premières énergétiques a été absorbée par les entreprises. Donc il y a eu une partage là du coût lié à la hausse de l'inflation qui fait que l'inflation n'est pas un problème en Chine. Et c'est vraiment une situation très spécifique en Afrique, j'aurais pu mentionner, au moment de les interrogations sur la politique monétaire qui permet à la PBOC de conserver une politique relativement souple. Voilà, donc bon, c'est une réponse assez rapide, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas vraiment un sujet pour la Chine en ce moment. Sur le positionnement autour de la guerre en Ukraine, je pense que la Chine a un positionnement assez neutre. Peut-être que François, tu voudras ajouter des précisions autour de ça. C'est un sujet hautement politique. En tout cas, c'est sûr que c'est un sujet important pour la Chine avec l'évolution des coûts des matières premières, parce que la Chine est très très dépendante des importations de pétrole en particulier. Mais au niveau politique, peut-être François, tu auras plus de... D'ailleurs, ça peut faire un lien avec l'innovation parce qu'il y a une accélération des sanctions de nature technologique. Voilà, tout à fait. Donc, à l'encontre de la Chine. François ? Oui, donc, alors, juste pour revenir très rapidement sur l'inflation et juste ajouter un tout petit point, en Chine, les distributeurs d'énergie sont en fait des entreprises d'État. Donc en fait, quand vous avez une injonction politique pour ne pas augmenter les prix, vous avez une courroie de mise en œuvre évidente et donc d'amortissement du choc qui est assez intéressant. Mais cela dit, vous ne pouvez pas tout à fait vous abstraire, vous absoudre de la contrainte monétaire, et donc les tensions sur le change sont aussi un reflet de cette dichotomie entre la dynamique d'inflation mondiale dans un cadre d'économie relativement, de compte de capital relativement fermé et de taux de change encore relativement contrôlé et managé, qui est très loin du free float. Sur l'Ukraine, ce qu'on observe, c'est, alors je pense que
vu qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller vite, l'idée, c'est, je pense, une neutralité pro-Moscou, c'est-à-dire, en effet, un maintien du statu quo en matière de relations bilatérales qui avait été entériné juste avant invasion qui a eu lieu juste après la fin des JO d'hiver qui étaient en Chine. Donc on peut suspecter qu'il y a là des liens de causalité entre ces différentes temporalités et sur les échanges économiques, on voit la Chine et diplomatique, on voit la Chine qui ne se restreint en rien à ces échanges vis-à-vis de la Russie, modulo la peur des sanctions et ses intérêts économiques directs, c'est-à-dire qu'elle a coupé les investissements parce que là, vous prenez une participation dans une économie dont les perspectives sont à tout le mieux incertaines et les sanctions américaines, notamment, enfin particulièrement, contraignent un peu ce qui peut être fait en matière de semi-conducteurs en particulier. À noter tout de même que si c'est vrai d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, vous avez les deux pays qui partagent la plus longue frontière terrestre au monde et qui ont tous les deux un certain savoir-faire en matière de contournement des sanctions américaines. Et donc, il est probable, enfin il n'est pas en tout cas, on ne peut pas tout à fait exclure que malgré ces réticences macro, au niveau micro, cela donne lieu à certains échanges. Et finalement, sur l'innovation, alors pour le dire très clairement, la priorité est évidente. Là-dessus, pas de surprise, parce que c'était déjà maintenant quelque chose très clair dans le dernier plan quinquennal et dans le dernier plan 2034, mais qui est là juste entériné, avec toujours cette incertitude sur comment est-ce que vous mariez la chèvre et le chou, puisqu'il y a à la fois un renforcement du mandat des entreprises publiques en matière d'innovation, où pourtant elles ne sont pas en général les entités les plus performantes en la matière, qui va de pair avec un accent mis sur les entrepreneurs, le financement direct, les PME, les startups. Il ne faut pas, je pense, juste retenir qu'il y a une conflictualité et s'arrêter là. Il y a conflictualité, cela ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas à la résoudre, mais en tout cas, le package qui est proposé est un peu plus complexe que une vision marché contre entité publique, avec quand même deux éléments nouveaux dans la discussion sur l'innovation, l'accent très clair qui est mis sur l'innovation fondamentale et sur le développement ça c'est l'idée des entrepreneurs, mais je pense l'avoir déjà dit. Dernier point, peut-être sur les consommations énergétiques de la Chine, qui était l'une des questions qui a été posée. Actuellement, ce qui est le principal ballast des prix, en tout cas d'une modération des prix relatifs sur l'énergie, c'est donc ce ralentissement de la demande chinoise, qui est lui très largement imputable aux efforts purement domestiques de réduction de mise de réforme du secteur de l'immobilier et donc de tempérance sur la dynamique de construction immobilière, avec une chute de 50% des nouvelles constructions, ce qui est un secteur extrêmement intensif, bien évidemment, en ressources minières, enfin énergétiques, mais minières plus généralement, et qui contribue à tempérer un peu la dynamique générale d'inflation, et qui peut aussi d'ailleurs expliquer les moindres pressions à l'inflation en Chine, qui a plutôt une tendance naturelle du fait de la garantie implicite généralisée au surinvestissement et donc aux pressions déflationnistes que à des enjeux d'inflation. Merci. Antoine voulait prendre la parole et ce sera peut-être plus le bout de conclusion. Je suis désolé, je n'avais pas vu la main levée. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, j'avais la même question que toi, Christophe, sur le manque de cohérence entre les objectifs et principes affichés. Et je voudrais remercier d'abord François et Camille pour la clarté de leur exposé. C'était vraiment très intéressant et très vivant. J'avais donc ce commentaire sur le manque de cohérence entre les objectifs, principes et puis les difficultés rencontrées. Je trouve que sur le Covid-19 et sur le vieillissement démographique, les chiffres qui ont été montrés sont assez impressionnants. Donc, et le commentaire que j'avais, c'était que vis-à-vis du premier slide qui avait été montré avec Xi Jinping, qui était entouré de collaborateurs proches qui étaient d'accord avec lui, on a plutôt l'impression que c'est un isolement du pouvoir, qui s'entoure d'amis, et du coup, il est un petit peu coupé de la réalité. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si François veut commenter là-dessus, mais on a plutôt cette impression-là. Et puis, j'avais juste une question. Est-ce que le plan Made in China 2025 avait des éléments d'autosuffisance avec des contenus locaux de la production? C'est vrai que politique commerciale, politique industrielle, ça m'intéresse.
et toujours beaucoup. Est-ce que cet objectif a été réaffirmé d'avoir avec des instruments qui permettent d'atteindre ou de renforcer l'autosuffisance nationale? Si vous pouvez répondre en 1 minute, mais peut-être que Christophe ne va pas m'autoriser à… Je vous accorde 1 minute à chacun et ce sera Alors, la conclusion. Sur le politique, très rapidement, en effet, cela va poser un problème, cela inquiète, en particulier sur l'économie, puisqu'on a vu disparaître à la fois les figures politiques un peu plus libérales ou identifiées comme telles, mais aussi les figures politiques à l'expertise économique. Et là, je pense notamment donc, à Liu He, mais pas seulement. Dans le secteur financier, le gouverneur de la Banque centrale, Yi Gang, ainsi que le gouverneur effectif, en fait, le chef du Parti communiste de la Banque centrale et du secteur bancaire, M. Guo Huixing, qui avait vraiment un long parcours plutôt de réformateurs et de libéraux, avec des formations à l'étranger, vont très certainement prendre la retraite, et les personnes qui vont les remplacer ne sont pas clairement identifiées, mais on ne voit pas poindre de personnes avec un CV en matière économique particulièrement probant, et notamment dans le top 7, si c'est Ding Xuexiang qui reprend tout ça, c'est quelqu'un qui s'est strictement occupé uniquement de gestion de RH au sein du Parti communiste depuis 10 ans, ce qui ne prête pas en général à des grandes synergies en matière de conduite de politique économique publique. Pour China 2025, donc le plan a disparu depuis 2017 formellement, les objectifs sont tout à fait les mêmes et les détails de mise en œuvre, eux, restent inchangés. C'était probablement purement une réponse aux pressions politiques émanant de l'administration Trump. Et l'orientation est toujours aussi claire. D'ailleurs, dans l'ensemble, le langage sur l'industrie est resté très largement inchangé, si ce n'est un renforcement, une accélération et une bascule vers… Alors, on compte beaucoup les mots dans ce genre de rapport pour essayer quand même de quantifier un peu, d'objectiver ce qu'on peut vous dire, mais vous avez l'accent qui est mis sur implémentation dans tout le chapitre industriel qui est très clair et qui semblerait qu'ils sont donc relativement satisfaits de la dynamique générale et qu'ils espèrent juste accélérer tout ça avec en toile de fond très bien identifié un environnement international beaucoup moins favorable qui justifie l'accélération de la mise en œuvre. Merci. Et juste pour compléter très rapidement, je pense qu'en effet, donc, en termes d'innovation, il y a vraiment des progrès qui sont faits, il y a des succès très forts, il y a un écosystème start-up qui est très, très dynamique, avec des fonds d'investissement qui sont très, très importants. Il y a des succès très spécifiques, en particulier l'automobile. On voit voilà, que ça y est, les Chinois commencent à exporter leur auto, en particulier dans l'électrique, etc. Je pense qu'il y a 2 points peut-être noirs. C'est que, premièrement, les sanctions vis-à-vis des puces électroniques sont quand même efficaces parce que les Chinois sont très loin d'avoir la maîtrise de cette technologie et que ça prend beaucoup de temps. Voilà, c'est une règle immuable, ça prend du temps. Et que le deuxième élément, d'après moi, c'est que là, les différents éléments, en particulier politiques, et puis la politique zéro Covid, enfin, a complètement miné l'attractivité du pays, en particulier pour les talents étrangers, qui étaient quand même une source, voilà, de renouveau, d'accélération de l'innovation en Chine. Nous, on voit ici tous les gens qui partent de Chine, qui viennent s'installer ailleurs. Et je pense que c'est un point qui va ralentir l'accès à l'autosuffisance technologique. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup à toutes et à tous. Antoine, tu voulais dire quelque chose? Non. Merci pour la clarté et les éclairages fournis face à une situation d'une immense complexité. Je vous donne rendez-vous le 29 novembre sur un autre sujet, mais qui n'est quand même pas sans lien, qui est la notion en anglais de friendshoring, donc le commerce avec ses amis, la construction de circuits commerciaux avec les pays qui partagent les mêmes valeurs. Et nous organisons sur ce thème une table ronde elle durera un tout petit peu plus longtemps, 1h30, le mardi 29 novembre. Merci beaucoup et donc on se retrouve à la fin du mois. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci.